Salut, je m'appelle Émilie. Une chose terrible m'est arrivée l'an dernier à cause de ma meilleure amie Julie. Ça semble fou, mais j'ai été coincée au fond de la mer pendant 36 heures. Oui, au fond de la mer, sous l'eau, pendant 36 heures, soit plus d'une journée. Vous verrez que je n'invente rien quand vous aurez entendu toute mon histoire. Tout a commencé quand Julie m'a montré une photo. « Émilie, regarde ça !» J'ai pris son téléphone. Ethan, un type que Julie a rencontré sur Instagram, tenait la barre d'un bateau et souriait. Je n'ai jamais aimé ce mec et cette photo m'a fait l'aimer encore moins. C'était tellement évident qu'il n'était qu'un gamin riche et gâté. « Et alors ?» lui ai-je dit en lui rendant son téléphone. Je voyais bien qu'elle voulait quelque chose de moi. Il nous invite à passer le week-end sur son bateau. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. « Nous ? Comment me connaît-il ? Même toi, il te connaît à peine. Vous vous parlez juste par texto. » Elle a dit « On a parlé pendant des heures hier soir. Crois-moi, il est génial. Allez, vas-y, allons-y ensemble. » J'ai tout de suite dit « Pas question. Qu'est-ce que je vais faire sur un bateau avec un inconnu pendant 2 jours ?» Elle a dit un truc qu'elle savait qui marcherait. « Et si c'était un psychopathe ? Est-ce que tu vas me laisser seule avec un gars comme ça ?» J'ai fait la même chose avec elle le mois dernier. Je lui avais demandé de venir rencontrer un gars pour la première fois. On y est donc allés ensemble. En gros, elle me disait « Maintenant, c'est ton tour ». J'ai dû dire oui. Le samedi matin, on a fait 3 heures en bus jusqu'à la ville côtière où vivait Ethan. Il est venu nous chercher et nous a conduits au bateau. Il n'était pas très grand, mais il était luxueux. Il y avait 2 cabines sous le pont. Julie et moi avons pris la grande cabine. Ethan n'avait pas l'air d'être un si mauvais gars. J'ai pensé que je m'étais peut-être trompée. Quand on est remonté sur le pont, on était entouré d'eau, déjà en mer. Ethan dirigeait le bateau. « Ne le prends pas mal, mais ne devrait-ce pas être un capitaine qui conduit ?» ai-je demandé. Il a souri. « T'inquiète pas, c'est un petit yacht. J'ai un permis pour le conduire. De toute façon, on ne va pas conduire tout le temps. On va trouver un bon endroit et y jeter l'ancre, a-t-il dit. Avec Julie, on s'est assis au soleil. Il ne faisait pas assez chaud pour porter un bikini, mais le soleil tapait assez fort. 2 ou 3 heures plus tard, on s'est arrêté. On a jeté l'ancre à côté d'une île. Personne ne vivait dans cette partie de l'île, donc il n'y avait que nous, la mer et la nature. Ethan était vraiment un super hôte. Il préparait toute la nourriture tout seul. On se serait cru en été, même si c'était la fin novembre. Julie ne buvait pas beaucoup, mais Ethan et moi étions tellement bourrés qu'on pouvait à peine parler. Il s'est levé. « Votre capitaine ne tient plus debout. Je dois aller me coucher. Le bateau a besoin de moi demain, » a-t-il dit en se dirigeant vers sa cabine. Après un moment, on est retourné dans notre cabine aussi. J'étais un peu étourdie et je me suis sentie frustrée d'avoir autant bu. Ma tête a touché l'oreiller et que je me suis endormie immédiatement. L'eau était si calme quand nous nous sommes couchés. Je ne sais pas quand le temps a empiré et qu'une énorme tempête a commencé. Mais quand je me suis réveillée, le yacht se balançait beaucoup. J'ai cherché Julie, mais elle n'était pas dans son lit. Au début, j'ai cru que je rêvais, mais bien sûr, ce n'était pas le cas. J'ai entendu un martèlement venant d'en bas, comme si quelque chose frappait le bateau. À chaque coup, le bateau se soulevait puis retombait rapidement. Je savais que ce n'était pas une bonne idée de monter par un temps pareil, mais je devais trouver Julie. J'ai essayé de me lever, mais il m'était impossible de tenir debout. À ce moment-là, le bateau s'est mis à tanguer. J'ai essayé de m'accrocher à quelque chose, mais je n'ai pas pu. Je me suis cogné le dos contre le mur et j'ai crié de douleur. J'avais tellement mal que j'étais sûre de m'être cassé quelque chose. La douleur est partie au bout d'un moment. J'ai vérifié mes bras, mes jambes et mes côtes. Rien ne me faisait mal et j'ai été soulagée que rien ne soit cassé. J'ai soudain réalisé le vrai danger. J'étais dans un bateau. Il y avait une terrible tempête dehors. Les bateaux peuvent couler. Qu'est-ce que j'étais censée faire ? Étais-je censée rester en bas ou essayer de monter ? Je me disais que la bonne chose à faire était d'aller dehors quand le bateau a commencé à tanguer encore plus, comme si le bateau se mettait à bouger. Ethan avait-il pris le contrôle du bateau ? Allons-nous dans un endroit sûr ? J'essayais de me calmer quand j'ai entendu un bruit très fort. Je me suis rendu compte que le mouvement était juste dû à la dérive du bateau et que nous nous étions écrasés contre les rochers entourant l'île. Je savais maintenant ce qui allait se passer. Le bateau allait couler. J'ai réussi à me relever parce que le bateau ne basculait plus autant.
J'essayais d'atteindre la porte quand soudain, elle s'est cassée en deux et que l'eau s'est mise à couler dans la cabine. C'était bien ce que je craignais. On coulait. L'eau coulait si vite que je ne pouvais pas la traverser. Je suis allée dans la salle de bain et j'ai fermé la porte. J'ai pris les serviettes dans l'armoire et je les ai mises sous la porte, mais l'eau continuait d'entrer. Jusque-là, j'avais réussi à rester calme. Mais maintenant, j'avais suffisamment de raisons de paniquer. Le bateau où j'étais avait heurté un rocher lors d'une tempête et coulé rapidement. Et j'étais coincée dans une petite salle de bain. Là, j'ai pensé que je pourrais mourir. J'ai commencé à crier pour me débarrasser de cette pensée. « Émilie, utilise ton cerveau! Allez, tu dois trouver un moyen de sortir d'ici! Utilise ton cerveau !» La salle de bain se remplissait d'eau qui avait maintenant atteint mes genoux. Je me suis levée sur les toilettes. C'était impossible de sortir d'ici. L'eau allait bientôt remplir cette minuscule salle de bain. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé. Je m'étais résignée à mon sort et j'attendais simplement. L'eau m'arrivait maintenant à la poitrine. À ce moment-là, j'ai remarqué que la salle de bain semblait se remplir plus lentement. Était-ce une bonne idée d'essayer d'ouvrir la porte? Ou bien étais-je censée attendre que les secours arrivent? Mais l'eau montait toujours, bien que plus lentement. Serais-je capable de survivre jusqu'à ce que quelqu'un vienne me sauver? Il n'y avait aucune garantie que quelqu'un viendrait. J'ai donc décidé de faire une petite expérience. J'ai pris une grande inspiration et j'ai plongé. J'ai tourné la poignée et j'ai poussé, mais la porte ne bougeait pas. J'ai essayé à nouveau, sans succès. Je suis remontée à bout de souffle. De toute évidence, le bateau avait coulé. La porte ne s'ouvrait pas parce que la cabine était probablement pleine d'eau. J'étais encore en vie et je n'abandonnerais pas. Mais qu'en était-il de Julie? Jusque-là, je n'avais pas pleuré, mais je me suis mise à sangloter et je ne pouvais pas m'arrêter. Pendant ce temps, l'eau avait encore monté. Le pire, c'est que mes sanglots avaient épuisé beaucoup d'oxygène et je sentais qu'il n'en restait pas beaucoup. J'étais tellement mal que je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. L'eau m'arrivait maintenant menton. J'avais froid, j'avais faim, j'avais soif. J'étais fatiguée et j'avais très sommeil. Pendant un instant, j'ai pensé « laisse-toi aller et laisse tout ça se terminer ». En tant qu'étudiante en médecine, je savais que c'était l'hypothermie qui disait ça. J'étais dans de l'eau froide depuis longtemps, donc la température de mon corps avait chuté et ça allait continuer. Je perdais l'espoir que de l'aide vienne. Nous n'étions pas en eau libre, mais qui nous chercherait? Ni mes parents ni ceux de Julie ne savaient qu'on était ici. La famille d'Ethan ferait-elle quelque chose? Je n'y croyais pas. Je pensais que c'était la fin pour moi. L'eau a continué à monter lentement. Elle était si haute que j'ai dû me mettre sur la pointe des pieds pour ne pas me noyer. C'est alors que j'ai entendu un bruit. Comme si quelqu'un avait frappé quelque chose plusieurs fois. J'ai retenu mon souffle. Le son s'est arrêté. Peut-être qu'il n'y avait pas de bruit. Peut-être que j'hallucinais parce que j'étais sur le point de m'évanouir. Non! J'ai entendu le son à nouveau et cette fois-ci, il était plus proche. Si j'hallucinais, j'aurais entendu la voix de ma mère ou un truc comme ça. Pourquoi aurais-je entendu le son du métal qu'on frappe? J'ai plongé dans l'eau encore une fois. Il y avait un porte-savon en pierre. Je l'ai attrapé et je suis remontée. J'ai commencé à frapper le mur avec. L'autre son s'est arrêté. Tout ce qu'on entendait, c'était moi qui frappais le mur. J'ai arrêté au bout d'un moment. Puis le bruit à l'extérieur a recommencé. Je communiquais avec quelqu'un. Il savait que j'étais ici. Il s'agissait de 2 plongeurs de l'équipe de sauvetage. Au début, ils ne pouvaient pas ouvrir la porte à cause de la pression. Mais ils étaient là pour me sauver. Au bout d'un moment, ils ont réussi à me faire sortir des toilettes puis du bateau. Il y avait des médecins sur le bateau de sauvetage. Ils étaient très expérimentés en matière de ces cas et ont pu m'aider à me remettre d'une hypothermie. Dès que je me suis sentie mieux, j'ai parlé de Julie. J'ai découvert qu'elle et Ethan allaient bien. Apparemment, Ethan était diabétique, mais il était trop ivre pour prendre son injection d'insuline. Dans de telles situations, les diabétiques perdent conscience et tombent dans le coma au bout d'un certain temps. Ethan a réussi à se rendre à la porte de notre cabine et a frappé. Julie l'a tout de suite aidé. Elle lui a fait sa piqûre d'insuline, mais il se sentait toujours très mal. Quand la tempête a éclaté, il a dû monter sur le pont. Julie est montée avec lui aussi. Heureusement, elle a pensé à mettre leur gilet de sauvetage. Ethan a réussi à démarrer le moteur, mais les vagues étaient trop grosses et il n'a pas pu empêcher le bateau de dériver. Ils sont tombés à l'eau quand le bateau a heurté les rochers.
Julie est restée avec Ethan. Les vagues les ont tous les deux emportés sur la plage. Ethan avait perdu conscience, alors Julie ne pouvait pas le laisser. Le jour suivant, un groupe de randonneurs les a accidentellement croisés. Ils vont tous les deux bien maintenant. Après avoir entendu cette histoire, ma première réaction a été « Ils vont sûrement se marier après avoir traversé ça ». Après 36 heures horribles, j'ai réussi à revenir à la vie. Je pense m'être bien débrouillée. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de chance, mais décider d'aller aux toilettes, réussir à rester calme, combattre l'hypothermie, je méritais vraiment un bravo quand même. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Bye bye. Salut les amis, je m'appelle Eva. J'ai 17 ans. Malheureusement, je ne vois plus ma famille. Je ne décroche pas le téléphone quand ils appellent. Je vous dirai pourquoi dans un petit moment. Tout ce que je vous demande, c'est de me dire ce que vous pensez après avoir entendu mon histoire. Qui a raison selon vous, eux ou moi? Mes parents ont commencé à se fréquenter pendant leur première année d'université. Ma mère est tombée enceinte de façon non planifiée. Ils étaient très jeunes, mais leurs parents les ont obligés à se marier. Je suis née peu après le mariage. Comme ils étaient encore étudiants, ils n'avaient ni le temps ni l'argent pour s'occuper de moi. Les parents de ma mère ont dit qu'ils pouvaient s'occuper de moi, mais à l'époque, ils vivaient dans une autre ville, très loin. Mes parents ont utilisé cette excuse pour ne jamais venir me voir. Quand j'ai commencé à parler, j'ai appelé mes grands-parents maman et papa. Je n'ai pas revu mes parents avant l'âge de 6 ans. Quand j'ai appris qu'ils venaient, j'étais tellement excitée que je n'arrivais pas à dormir. Jusque-là, nous n'avions parlé qu'au téléphone. J'étais tellement curieuse à leur sujet. Ma mère avait-elle les cheveux longs ou courts? Mon père portait-il des lunettes? Étais-je censée les appeler maman et papa à partir de maintenant? Je restais éveillée toute la nuit avec toutes ces questions enfantines en tête. Je me souviens du moment où je les ai vus très clairement. Ma mère m'a serré très fort dans ses bras, mais mon père m'a seulement dit « Tu as tellement grandi » et m'a caressé les cheveux. Je pensais qu'ils allaient me ramener chez eux et que j'allais vivre avec eux à partir de maintenant. Mais ce n'était pas leur plan. Ils ont dit à ma grand-mère « Eva est tellement heureuse avec vous. On va continuer à travailler un peu plus longtemps et essayer d'améliorer les choses. On l'emmènera vivre avec nous dès qu'on en aura l'occasion. » Mais bizarrement, cette occasion n'est jamais venue. 4 ans ont passé. J'avais perdu tout espoir et cessé de les attendre. Malheureusement, un soir, ma grand-mère est décédée subitement. Mes parents sont venus. Ils ont décidé de mettre mon grand-père dans une maison de retraite. Ils n'avaient plus d'autre choix que de m'emmener avec eux. J'ai fini par comprendre pourquoi ils n'avaient jamais voulu de moi pendant toutes ces années. Même si j'étais leur enfant, nous n'avions jamais développé de lien affectif car nous n'avions jamais passé de temps ensemble. Ils ne se sentaient pas proches de moi et je ne me sentais pas proche d'eux non plus. On vivait dans la même maison, mais on était comme des étrangers. Ils n'ont presque jamais pris la peine de me parler. J'ai commencé à me sentir comme un parasite dans leur maison. J'avais du mal à les appeler maman et papa parce que je n'avais pas l'impression qu'ils étaient mes parents. 2 ans ont passé ainsi. Je n'étais pas du tout heureuse. Mes grands-parents aimants me manquaient tellement. Un jour, j'ai remarqué que le ventre de ma mère avait grossi. Quand ma mère m'a vu le regarder, elle m'a dit « Tu vas bientôt avoir un frère ». À ce moment-là, j'ai été très énervée. Vous imaginez, ma mère n'a même pas pris la peine de me dire qu'elle était enceinte. J'ai réalisé une fois de plus que mes parents se fichaient de moi. Quand mon frère est né, la situation a empiré. Parce que j'ai vu à quel point il pouvait être chaleureux et aimant en tant que parent. Ma mère a quitté son travail pour passer tout son temps avec mon frère. Et même si mon père était très fatigué quand il revenait du travail, il jouait avec Ethan pendant des heures et je voyais qu'il aimait vraiment ça. Le week-end, il sortait avec Ethan et restait dehors toute la journée. Bien sûr, il ne m'emmenait jamais avec eux. Avant leur départ, ma mère me disait « Écoute, j'ai mis les vêtements d'Ethan dans la machine à laver. Lave-les et mets-les dans le sèche-linge. Et n'oublie pas de repasser les chemises de ton père. » Normalement, ça ne me poserait aucun problème, mais ça me faisait tellement mal de voir qu'elle ne communiquait avec moi que pour les tâches ménagères. Heureusement, je n'étais pas seule. Au moins, je pouvais partager ce que je vivais avec ma meilleure amie Anna. Elle m'a vraiment aidée à traverser cette épreuve. J'allais chez elle chaque fois que je me sentais déprimée, car elle vivait très près de moi. Même si je lui racontais tout le temps les mêmes choses, elle m'écoutait toujours. Elle me caressait les cheveux sans dire un mot pendant que je pleurais. Et ça me réconfortait vraiment. Anna m'a fait une énorme faveur à cette époque. Je lui en suis toujours reconnaissante. Sa famille a dû partir à l'étranger à cause du travail de son père au département d'État. Mais Anna ne voulait pas partir avec eux. Ses parents lui ont donc trouvé un internat. Anna m'a demandé « Tu voudrais pas venir à l'internat avec moi ?» Je lui ai dit « C'est une excellente idée, mais je ne sais pas ce que mes parents vont dire. »
En même temps, je me doutais que l'idée allait vraiment leur plaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je l'ai dit à mes parents, ils se sont regardés. Ils ont essayé de ne pas le montrer, mais je voyais qu'ils étaient vraiment ravis. Mon père m'a dit « Bien sûr, tu peux y aller si c'est ce que tu veux. » Ma mère a juste hoché la tête. Elle essayait vraiment de cacher son sourire. Leur réaction ne m'a pas contrariée car je les connaissais déjà assez bien. J'étais juste heureuse de ne plus avoir à les supporter. L'internat a instantanément changé ma vie. Notre école était située dans une forêt. Je me suis enfin sentie en paix. Anna et moi faisions de longues promenades ensemble. À l'époque, on commençait à peine à entendre parler de TikTok. Ce n'était pas aussi énorme que maintenant. Anna et moi avons lancé un compte ensemble. On faisait des vidéos pendant nos promenades en forêt et on les postait. On se tenait au courant de toutes les grandes tendances. Notre nombre de followers augmentait. Il n'y avait qu'un seul problème. La plupart des gens à l'école nous jugeaient quand ils entendaient parler de notre TikTok. Malheureusement, ça faisait de la peine à Anna. Mais pas à moi, car j'étais habituée à ça avec ma famille. Avant, c'était Anna qui me réconfortait. C'était à mon tour de la consoler. On a pu continuer à faire des vidéos. Plus TikTok devenait populaire, plus on atteignait de plus en plus de gens. Le meilleur, c'est qu'au bout d'un certain temps, les marques ont commencé à prendre TikTok au sérieux. On recevait des propositions de partenariat. Au début, les tarifs étaient vraiment bas, mais très vite, ils sont devenus plus élevés. Je gagnais bien ma vie à présent et ça a incroyablement boosté ma confiance en moi. Avec l'argent que je gagnais, j'allais pouvoir me payer l'université après avoir obtenu mon bac. Entre-temps, Anna et moi étions devenus des stars de TikTok. Une chaîne de télé nous a contactés pour nous faire savoir qu'elle voulait faire un reportage sur nous. L'école nous a donné le feu vert et on l'a fait. Dans le reportage, ils nous ont appelés les lycéennes qui ont réussi sur TikTok. À un moment donné de l'interview, la journaliste a demandé « Combien gagnez-vous grâce à TikTok ?» Anna a répondu en plaisantant « On ne veut pas vous donner des chiffres, mais on gagne certainement beaucoup plus que nos parents. » On en a ri pendant le tournage. Je n'aurais jamais pensé que cette phrase allait complètement changer ma vie. Même s'il n'a été diffusé que sur une petite chaîne, mon père a vu le reportage. Depuis que j'étais arrivée à l'internat, ma mère ne m'envoyait qu'un seul SMS par mois pour me demander « Tout va bien ?» Et je lui répondais « Tout va bien ». C'était notre seule communication. Mon père n'a même pas appelé une seule fois. Mais il a appelé immédiatement après avoir vu le reportage. « Est-ce que ce que ton ami a dit est vrai? Tu te fais vraiment beaucoup d'argent sur TikTok ?» « Je m'en fais un peu, ouais, lui ai-je répondu. J'étais contrariée qu'il m'appelle à propos d'argent. Mon père m'a dit « Combien tu gagnes? Tu n'as même pas encore 18 ans. Tu devrais me donner cet argent. Je suis ton père. » J'en avais assez entendu. J'ai dit « T'as réalisé que t'étais mon père quand t'as entendu que j'avais de l'argent? Avant, je pensais aussi que t'étais mon père. Mais au fil des ans, tu m'as appris qu'en fait, tu ne l'étais pas. » Et je lui ai raccroché au nez. Il a rappelé plusieurs fois, mais je n'ai pas décroché. Puis ma mère a commencé à m'appeler aussi. Je n'ai pas répondu à ses appels non plus. Il m'a envoyé 1 million de textos. Il me parlait sans vergogne d'argent. Dans des circonstances normales, j'aurais pu leur envoyer tout l'argent que j'avais. Mais j'étais tellement énervée qu'il n'en est qu'après mon argent que je me suis promis de ne jamais leur donner quoi que ce soit. Ce soir-là, Anna et moi avons fait des recherches sur Internet. D'après ce qu'on a lu, si j'avais vécu avec mes parents, ils auraient eu le droit de prendre tout mon argent. Mais si on ne vit pas sous le même toit, alors c'est au juge de décider. Donc, si j'arrivais à convaincre le juge, mes parents ne pourraient pas toucher à mon argent. Le lendemain, mon père est venu à mon école, mais il y avait une surprise qui l'attendait. Je n'étais pas à l'école. J'avais anticipé qu'il ferait une chose pareille. Alors Anna et moi, nous étions levés très tôt le matin et avions quitté l'école. Le père d'Anna nous a obtenu un rendez-vous avec une avocate. On est allé au bureau de l'avocate. Je lui ai tout raconté. Elle m'a dit « Tu as été élevé par tes grands-parents. Si tu retournes vivre chez ton grand-père, tes parents ne pourront rien faire. Parce que, d'après ce que j'ai compris, tout ce qui intéresse tes parents, c'est ton argent. Une fois qu'on aura prouvé ça au tribunal, le juge se prononcera en ta faveur. Après cela, tu pourras vivre avec ton grand-père et personne ne pourra réclamer ton argent. » C'est exactement ce qui s'est passé. Mon avocate Florence m'a sauvée de ma famille cupide. Ils ne peuvent plus m'atteindre. Avec une partie de l'argent que j'ai gagné, j'ai acheté une belle maison pour y vivre avec mon grand-père. Mais j'ai dû quitter l'internat lorsqu'on y a déménagé. Alors Anna a fini par emménager avec nous. Maintenant, on va dans une nouvelle école ensemble. Au fait, je suis sûre que vous voulez savoir quel est notre compte TikTok. Mais pour des raisons juridiques, il m'est impossible de vous le dire. Je ne peux vous donner qu'un indice. Récemment, mon grand-père a fait des apparitions dans plusieurs de nos vidéos. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. Je voudrais vous rappeler ma question initiale. Selon vous, c'est qui a raison, mes parents ou moi? Dites-le moi dans les commentaires. À bientôt!